Il est l'heure de vous informer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres. Exigence est faite depuis quelques années aux candidats aux élections législatives de se mettre à jour vis-à-vis du fisc avant de prendre part au scrutin. D'où l'introduction du quitus fiscal, document qui suscite assez de polémiques ces jours-ci. Que savent les citoyens du quitus fiscal? Vous les entendrez dans cette édition. Tenue du 7 au 9 novembre à Cotonou de la 8e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. Le point des échanges à suivre. Un atelier de renforcement de capacité a été initié ce 9 novembre au profit des associations de personnes vivant avec le VIH. Les détails à suivre. Merci de nous recevoir. Introduit à la faveur de la réforme du système partisan dans les pièces constitutives des dossiers de candidature pour les élections, le quitus fiscal est un document qui atteste de ce que les candidats sont en règle vis-à-vis du fisc. Exigé pour les législatives de 2019, il en est de même pour celles de janvier 2023. Que savent les citoyens de la ville de Cotonou du quitus fiscal? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Melvin Achabi. Objet de polémique, depuis les dernières élections au Bénin, le quitus fiscal, pièce indispensable dans la constitution des dossiers de candidature, est bien connu de ces citoyens rencontrés. Quitus fiscal, ce que j'attends de ce document, c'est un document qui permet à un individu d'être en règle vis-à-vis de l'État. Le quitus fiscal est un document qui permet à tout citoyen d'être en règle vis-à-vis de ses impôts et du fisc. Le gouvernement demande quitus fiscal, ce qui concerne ceux-là qui veut avoir un grand poste budgétaire. Le quitus fiscal est un document que les impôts délivrent à tout citoyen qui est en règle vis-à-vis de cette institution-là. Le spécialiste des questions financières définit ce qu'est réellement cette pièce. Le nom même indique ce que c'est. Un quitus fiscal, c'est un document délivré par l'administration fiscale et qui prouve que le contribuable est à jour vis-à-vis de ses obligations. Et quand on parle d'obligation, il faut comprendre deux choses. Il y a l'obligation de déclaration et l'obligation de paiement. Et donc, pour faire court, le quitus fiscal montre que tout ce que vous devez payer comme impôt, vous l'avez payé et que vous êtes à jour. Quelles sont les personnes qui peuvent obtenir le quitus fiscal? Qu'en est-il des démarches ou dispositions légales qui aboutissent à la délivrance de quitus fiscal? Si vous êtes un salarié, par exemple, et que vous devez normalement réclamer ce que nous appelons le quitus fiscal, il faut absolument que vous veillez à ce que les prélèvements opérés sur vos comptes, c'est-à-dire l'ITS, l'impôt sur le traitement des salaires, soient alors retenus et reversés pour votre compte en vue de prétendre avoir le quitus fiscal. Et si vous n'êtes pas un salarié, que vous êtes un homme d'affaires, par exemple, et vous devez avoir également votre quitus fiscal, vous devez vous rassurer que si vous avez des véhicules, vous devez pouvoir payer ce que nous appelons la TVM, la taxe sur les véhicules moteurs. Si vous avez même des parcelles, tout simplement, qui portent votre nom, et même si ce n'est pas encore bâti, il y a naturellement des impôts qu'il faut libérer par rapport à cela. Si vous ne les payez pas non plus, vous ne pouvez pas prendre alors le quitus fiscal. On doit avoir un solde nul pour pouvoir vous délivrer alors ce document, ce sésame-là, et qui aujourd'hui est devenu un bec noir pour les hommes politiques parce qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Il faut rappeler que l'obtention du quitus fiscal est devenue une exigence pour le dépôt de candidature à une élection en République du Bénin en vertu des dispositions de l'article 46 de la loi numéro 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral au Bénin. Pour le compte des législatives de 2023, l'obtention du quitus fiscal n'est pas chose aisée pour les potentiels candidats. Certains partis politiques ont transmis de ce fait à la Sénat des dossiers de candidature incomplets. Dans le rang des formations politiques, il y a eu des dénonciations.
La réponse de la direction générale ne s'est pas fait entendre. La polémique née de l'obtention de ce document a fait objet de débat ce mercredi sur nos antennes. Compte rendu. Plus d'une semaine après la réception des déclarations de candidature par la Sénat, le quitus fiscal, pièce obligatoire figurant dans les dossiers de candidature pour les législatives de janvier 2023, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Dans la première émission spéciale du mercredi 9 novembre de votre chaîne de télévision, les débatteurs se sont prononcés sur la polémique liée à ce document. Nous sommes dans un État et l'État rend des services qu'on appelle le service public. L'État nous rend des services et pour rendre ces services-là, il faut que l'État fasse des dépenses, l'État puisse faire face à des responsabilités, des charges et tout. Pour que ces charges soient supportées par l'État, l'État a fixé la contribution de tout un chacun de nous vis-à-vis du fisc, c'est-à-dire des impôts. Nous n'avons pas autant de ressources que nous sommes en train d'exploiter actuellement. Il faut que l'État puisse fonctionner. Ça, c'est déjà la première des choses. Pourquoi est-ce que ça soulève autant de remous actuellement? Moi, personnellement, ça me surprend. Ça me surprend parce que, hormis la Constitution, nous avons quand même deux lois fondamentales qui régissent les conditions de participation aux élections en République du Bénin. Nous avons d'abord la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 qui porte charte des partis politiques en République du Bénin et qui fixe à ses articles 28 et 29 les statuts et règlements intérieurs des partis politiques en République du Bénin. Et déjà dedans, il est clairement dit dans l'alinéa 8 que les statuts et règlements intérieurs doivent prévoir des organes habilités à présenter ou à signer les dossiers de candidature des différents candidats aux élections locales ou nationales. Au cours de cette émission spéciale, le coordonnateur national du mouvement de la jeunesse FCBE est revenu sur la nécessité de se renseigner sur les dispositions légales à prendre avant de se lancer dans une quelconque course électorale. Également, il a fait état de ce que le parti auquel il appartient n'est pas en possession des 100% de quitus fiscaux exigés pour la cause. Lorsque vous devez aller à des élections, la première des choses que vous faites d'abord, c'est quelles sont les conditions pour participer à ces élections-là. Qu'est-ce que l'État dit? En quoi est-ce que je dois me mettre en règle pour ne pas souffrir de cela? Et ma formation politique et moi-même en tant qu'individu pour ne pas mettre le parti politique en difficulté. Donc maintenant, il faut aussi savoir que ce qu'on crie partout, ce n'est qu'une poignée de personnes. Oui. Et ceux qui crient aujourd'hui ne sont pas les seuls dans la situation. Si vous permettez que je prenne le cas de la FCBE par exemple, nous n'avons pas tous nos quitus fiscaux aujourd'hui. Nous n'avons pas tous nos quitus fiscaux, mais on ne crie pas sur tous les toits. Il y a jeu, il y a manœuvre politique, il y a ruse, il y a rage. Les discussions tenues au cours de cette émission spéciale ont vu l'analyste politique Victor Bokor fait cette recommandation qui, selon lui, va permettre de désengorger la polémique et les retards décriés dans la délivrance du quitus fiscal. Après autant d'années de pratiques électorales, qu'on en vienne à affiner davantage nos différentes procédures, que l'administration soit à même d'accompagner justement cette volonté de sérénité-là, d'aller vers les élections dans la paix et dans la quiétude. C'est dit qu'au niveau électoral, concernant le quitus fiscal, des mesures peuvent être prises pour nous permettre déjà depuis la maison d'imprimer justement ce récépissé-là et à le déposer. C'est important. Il faut s'arranger de sorte à ce que l'administration soit au service justement de la communauté. Faut-il le préciser, tous les 8 partis politiques dont les candidatures ont été officiellement enregistrées par la Sénat vont chacun recevoir un retour ce jeudi 10 novembre de la part de l'institution en charge des élections en République du Bénin. Une émission spéciale a été également consacrée dans la soirée de ce mercredi à la commémoration du 33e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Durant 28 ans, le mur de Berlin a été le symbole de la division Est-Ouest de l'Allemagne. Au cours de cette émission, le contexte de la construction de ce mur, de même que le processus de réunification des deux parties ont été abordés. Compte rendu, Jeannot Dopéan. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, vaincue par la guerre, est divisée en 4 zones par les Alliés et en 2 grands blocs. La République fédérale de l'Allemagne, à l'ouest, dirigée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, et la République démocratique de l'Allemagne à l'Est, gérée par les Soviétiques.
Très rapidement, le progrès économique de la RFA favorise la migration des habitants de l'Est vers l'Ouest. Ce flux de migration a incité la RDA à ériger un mur pour séparer les deux blocs en août 1961. 28 ans après, dans la nuit du 9 novembre 1989, le mur est détruit pour une réunification des deux parties du pays. Une réunification très attendue selon le consultant politique. Les Allemands ont toujours cru en cette réunification. Quand on voit toute leur histoire, du côté de l'Ouest, ils ont toujours cru. La preuve, ils ont choisi quel pays, quelle ville comme capitale. Une ville culturelle bonne, une toute petite ville sur le Rhin, comme capitale en 1949. Et parce qu'ils estimaient que c'était une capitale provisoire et que Berlin va redevenir la capitale allemande, ce qui était naturellement le cas en 1990. Donc, l'Allemagne a cru à sa réunification. L'Allemagne a cru à son unité. L'Allemagne a cru au génie. Même le Deutschland über alles, qui est un peu comme le hymne national, ça a varié peut-être dans l'interprétation. Ouais. Mais quand vous voyez l'Allemagne par-delà tout, et cette Allemagne par-delà tout, c'est l'Allemagne unie. Moi, j'ai eu la chance peut-être de visiter l'Allemagne quelques années seulement après la chute du mur. J'ai pu voir encore des traces, j'ai pu en voir encore le visage de la division allemande. Mais après, vous y retournez entre 1995 et 2000, je vous avoue que l'Allemagne s'est transformée totalement à tous les niveaux. Encore appelé le jour du destin, le 9 novembre 1989 est considéré comme un changement géopolitique énorme dans l'histoire politique de l'Europe et du monde entier. Les impacts de cette époque continuent de mouvementer l'actualité internationale aujourd'hui. On pourrait dire qu'aujourd'hui, les conséquences de la négociation ou des fruits de cette négociation semblent amener aujourd'hui la Russie à avoir le comportement qu'elle a sur la scène internationale. Et c'est ça qui est intéressant. 33 ans après la chute du mur de Berlin, où il y a eu une entente entre des leaders qui semblaient ne pas éprouver la nécessité de mettre sur papier que l'OTAN devrait normalement rester dans ces murs. Exactement, tel que l'OTAN était à l'époque et qu'il ne devrait pas y avoir d'adhésion rapprochant le dispositif de l'OTAN de la Russie. On se rend compte qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a eu ce rapprochement, on se rend compte, ce n'est pas aussi évident que cela, mais que la Russie a bel et bien crié plusieurs fois que l'adhésion de certains États l'ont amené à adopter le comportement qu'elle adopte aujourd'hui et qui redessine encore une fois de plus le dispositif géopolitique. 33 ans après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne est aujourd'hui une grande puissance mondiale. Pour assurer la paix et la sécurité mondiale, les invités souhaitent que les grandes institutions mondiales tiennent compte du contexte historique des États pour se réadapter. On reste toujours avec Jeannot Dopéon pour dire que la 8e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenue au Bénin du 7 au 9 novembre 2022. Au cours de cette revue, les experts de l'UEMOA et points focaux des ministères ont fait le bilan des activités qui renforcent et assainissent cet espace communautaire. Les précisions dans cet élément. C'est une rencontre annuelle de 3 jours qui fait le point de la mise en œuvre des réformes communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans ses États membres. Les points focaux des ministères et experts en gouvernance régionale de la Commission évaluent les performances en matière d'intégration régionale. Cette importante activité consiste à faire le point sur l'état de mise en œuvre des réformes de l'UEMOA au plan national. Elle traduit la volonté des chefs d'État et de gouvernement qui ont adopté l'acte additionnel numéro 05-2013 CCEG UEMOA du 24 octobre 2013 instituant une revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires dans les États membres de l'UEMOA. Elle est un dispositif institutionnel d'accélération de l'harmonisation des législations nationales et l'expression de la volonté manifeste des plus hautes autorités de notre communauté de faire de l'intégration régionale une réalité tangible.
Présent au lancement de cette 8e édition, le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances a précisé les actions déjà entreprises par le gouvernement pour assurer un développement harmonieux et équilibré du Bénin. Conscient des enjeux de ces initiatives, notre pays, le Bénin, à travers la stratégie 3, pilier 2 de son programme d'action 2021-2026, a mis résolument l'accent sur le renforcement du cadre macroéconomique et l'intégration régionale. Je voudrais une fois encore vous témoigner, et je sais que vous le savez bien, l'attachement du chef de l'État au suivi de la mise en œuvre des directives communautaires et à l'atteinte de tous les objectifs de l'Union pour le compte de notre pays. Les experts présents à cette 8e revue ont témoigné de ce que le Bénin fait bon élève depuis 5 ans parmi les 8 États membres de l'espace UEMOA au regard des avancées macroéconomiques et des projets dans le secteur de l'agriculture, celui de l'élevage, de la pêche et de l'énergie. Atelier de renforcement des capacités sur le genre, le VIH et les droits humains organisé ce mercredi 9 novembre 2022 à l'endroit des associations de personnes vivant avec le VIH. L'atelier tenu à Cotonou a connu la présence de plusieurs autorités du secteur de la santé. Suivez. C'est un atelier de renforcement des capacités organisé au profit des associations de personnes vivant avec le VIH sur le genre, le VIH et les droits humains. Cet atelier vient comme une réponse à l'objectif global du plan national genre et VIH élaboré et mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec l'appui financier des PTF. Occasion pour les membres de ces associations de formuler une doléance à l'endroit de Véronique Toinfodi. Le REBA Plus a toujours été très privilégié et au cœur de toutes les actions du ministère des Affaires sociales. Nous souhaiterions que Madame la ministre nous facilite la tâche pour que nos membres soient bénéficiaires des microcrédits à l'AFIA. Ne dit-on pas, je cite, « Il est toujours mieux d'apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson tous les jours ». La nouvelle née du REBA Plus est l'association des jeunes et ados engagés. Les membres de cette association sont la relève de demain. Selon le représentant du secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, CNLSTP, malgré les actions enregistrées en faveur de la riposte au VIH, la création d'un environnement législatif en réponse à cette riposte reste confrontée à certains facteurs. Il s'agit entre autres de la faible connaissance de la population de l'existence et du bien fondé de la loi de 1531 du 10 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH et du sida. La violation des droits humains, la marginalisation des populations clés soutenues par le déni de leur existence comme personnes humaines ayant les mêmes droits fondamentaux de l'espèce humaine. Par la même occasion, la représentante de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance fait une mise au point. 1,3% des femmes sont infectées par le VIH contre 0,8% chez les hommes, ce qui exprime une féminisation de la maladie en dépit de la stabilisation de la prévalence nationale à 1,2%. Les résultats de la dite évaluation ont permis de disposer d'évidences qui montrent que les inégalités liées à la sexospécificité, aux droits humains et aux conditions de vie influencent énormément l'incidence du VIH-Sida au Bénin. Il est regrettable de constater encore de nos jours que les préjugés, l'exclusion et la discrimination active sont toujours d'actualité un peu partout, y compris même dans les lieux où les cibles sont censées bénéficier de beaucoup plus de protection. Cet atelier qui dure 3 jours permettra d'amorcer la mise en œuvre du chapitre genre et droits humains à travers la mise en œuvre des recommandations du plan d'action national genre, VIH et sida.
Et puis, hors de nos frontières, la Chine s'est engagée depuis de nombreuses années à faire prospérer l'économie rurale et à éradiquer la pauvreté. Mais chaque village a des conditions différentes et on le constate notamment dans l'une des régions montagneuses de la Chine. Nos confrères de la CGTN nous emmènent au village de Shangili qui était plutôt autrefois l'un des villages les plus démunis de la province. Suivez. La ville de Trongchong est située dans le sud-ouest de la Chine et tout près de la frontière avec le Myanmar. Autrefois touchée par la pauvreté, elle retrouve aujourd'hui son dynamisme économique, et ce, grâce au tourisme. Qui plus est, chacun de ces villages essaie de trouver sa propre voie vers la prospérité. Certains sont connus pour leur architecture ancienne, d'autres profitent de magnifiques paysages naturels. Mais comment faire lorsqu'il n'y a aucune particularité à exploiter ? Parmi les villages les plus démunis, il y en a un qui décore leur paysage avec les plantes succulentes pour attirer les touristes. Au bord de la rue, sur les murs, voire sur les toits, elles sont partout. Mignonnes, décoratives et surtout faciles à cultiver, les plantes succulentes sont de plus en plus populaires auprès des jeunes Chinois. Ces plantes sont capables de stocker de l'eau dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs racines et de la transformer en sucre mucilagineux qui leur permet de survivre dans les milieux les plus hostiles. Un caractère résistant qui rappelle aussi celui des villageois de Shengguili qui ont longtemps lutté contre la pauvreté. 我们呢是广东最偏远，也是最落后，还是最小的一个贫困村。我们为了有效的衔接乡村振兴呢，我们呢就是以旅游来开发我们村庄，就是我们以多肉为主题，作为我们乡村旅游的一个引爆点，并且是一个起步点。 Aux yeux des villageois, il n'y a pas une grande différence entre les travaux agricoles et la culture des plantes succulentes. Désherbage, arrosage et entretien, le rythme de leur vie n'a pas beaucoup changé. Mais la différence est réelle en termes de revenus. 其实这个多肉的栽种和养护也不是很难，因为毕竟他们都是农民，以前都种过花花草草啊之类的都种过。 然后只要跟他们指点一下，他们都能够理解，都能够懂的这个。我们也就是看中它这个多肉的话，它好管理嘛，所以我们就选择了这个做多肉。它的经济效益也很好。比如说我们在那个上在架子上面的那个最低的也有40多一盆的，也有100多钱，也有100多一盆的。而且我们在 我们的这个生规里面也有几处，有3处是这个 DIY 这个小朋友来了以后，他喜欢什么多肉，可以亲自去种，种了以后可以带走的那种，从而呢也就增加了农民的收入。 Lancé l'année dernière, le projet de Shengguili est encore en phase d'investissement, mais l'environnement du village et la mentalité des villageois ont déjà bien changé. 以前的话。 进来小村庄的路全都是那个泥巴路，路也很窄。现在的话变化挺大的，就是其他的一些村庄的这些人进来观光的人也很多。现在的话，村民都谈到这个村庄的建设，村民们都很积极，因为毕竟现在已经看到一部分的成效，以后他们这个积极性会越发高涨的。 群众这一块呢，出资出劳出工，从就是我讲的一开始，不理解到理解到支持，到现目前呢，拥护，结果呢，到现目前为止是基本上群众呢得到了100%的拥护，特别是前一期我们Shengguili项目呢，在没有资金、没有项目的前提下呢，群众呢自筹了1户5000块钱，自筹了46万作为我们整个项目的启动资金。 另外呢，就是我们为了节省施工成本，群众呢出义务工呢，就是出了600多个，就是群众呢有着大家共同来建设这项家园。 Selon M. Cour, le projet de Shengguili est géré par une entreprise avec l'aide du gouvernement et la participation des villageois. Ces derniers peuvent prendre une part des bénéfices générés par la vente des plantes et gagnent également un salaire pour l'entretien des espaces communs.
Depuis le début de ce projet expérimental en décembre dernier, les revenus des villageois ont doublé et le revenu disponible par habitant devrait tripler dans l'avenir. De plus, le développement de l'économie des plantes succulentes a également conduit au développement dans d'autres domaines, tels que celui des restaurants, des cures thermales, des cultures biologiques, entre autres. Et tout cela exige beaucoup de talent. 有的就是现在嘛，大学生毕业了以后，就业也是个问题。趁着家乡的发展，有的大学生呢回来以后，因为毕竟他们懂的东西多，文化高一点，对家乡的建设就起到了决定性的作用。有的年轻人呢，前几年呢都出去外面务工了，去大城市里面打工，然后现在家乡发展了，建设起来了，他们就可以回到家里面，做一些小零食啊，做一些这个特色的小吃，这些，然后提高家里面的收入，自己也可以在家里面照顾老人啊，这样的也就不用出去了。Entouré de montagnes, le village de Shengueli a étendu son regard au-delà des horizons. Grâce aux efforts collectifs, il trace sa propre voie vers le monde extérieur et la prospérité. Voilà, vous savez tout et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin tout simplement. ETélé avec vous, pour vous.